Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Retour cette semaine à un petit peu de théorie avec une nouvelle question d'éthologie. On a parlé dans la question 4 sur le conditionnement opérant des auto-renforcements. On avait vu que certains comportements pouvaient se renforcer, se récompenser tout seuls, et donc que si on laissait un individu faire ces comportements, il aurait sûrement envie de le faire à nouveau à l'avenir. Rappelez-vous, si un chien ne vous rapporte pas la balle, c'est peut-être parce qu'il trouve ça plus rigolo de vous voir lui courir après. Mais donc, si certains comportements sont des récompenses en eux-mêmes, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser comme renforçateurs, comme récompense et comme punition? Aujourd'hui, on va parler de chiens, bien sûr, mais on va aussi parler de petits-enfants et de grand-mère. Bref, aujourd'hui, on va parler du principe de Premack. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo du jour pour commencer à vous parler d'éthologie humaine. Parce que oui, l'éthologie, ça travaille aussi sur le comportement humain. En même temps, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Et aux dernières nouvelles, l'humain, c'est un animal. David Premack, c'est un chercheur en psychologie à l'université de Pennsylvanie. Il est décédé en 2015 à l'âge de 89 ans et il est connu surtout grâce à 2 expériences de conditionnement opérant qu'il a publiées en 1959. Il y a une partie de son article qui était sur des enfants et une autre partie sur une espèce de singe Cébus. C'est la même famille que le singe Marcel dans Friends. Vous savez, la série qui s'est arrêtée il y a 16 ans en fait. Et je viens de me prendre un coup de vieux. Donc, vu que personne ne se rappelle de ce petit singe, et surtout parce que c'est beaucoup plus rigolo de parler comportement humain et de torturer des enfants, on va plutôt parler de l'expérience sur les enfants. Blague à part, bien sûr qu'ils n'ont pas torturé des enfants. En fait, Premack il a mis dans une salle des enfants avec des bonbons et un flipper. Et il notait si les enfants avaient plutôt tendance à manger des bonbons ou à jouer au flipper. Ça lui a permis de faire 2 groupes. Un groupe qui avait plutôt une préférence pour manger des bonbons, et un groupe qui préférait plutôt jouer au flipper. Rappelez-vous la notion de valence du renforçateur. La valeur qu'on donne à une récompense, ça dépend de la personne. Donc ce qui est renforçant pour un individu peut être un petit peu moins renforçant pour un autre. Il a alors appelé la préférence des enfants le comportement à haute probabilité, et l'autre solution un comportement à faible probabilité. Et effectivement, un enfant qui adore jouer au flipper a de grandes chances de jouer au flipper quand il rentre dans une pièce qui a un flipper, plutôt que de se jeter sur les bonbons. Et réciproquement. Dans la deuxième partie de son expérience, il a imposé une limitation aux enfants. Pour ceux qui aiment jouer au flipper, maintenant, ils ne pourront faire une partie de flipper que s'ils mangent un bonbon avant. Et pour ceux qui préfèrent manger des bonbons, ils ne pourront avoir des bonbons que s'ils font une partie de flipper avant. Et forcément, ce que Premack a observé, c'est que le groupe qui aime manger des bonbons s'est mis à jouer plus souvent au flipper pour pouvoir avoir des bonbons. Et que le groupe qui aimait vraiment jouer au flipper s'est mis à manger un peu plus de bonbons pour pouvoir avoir des parties gratuites au flipper. D'ailleurs, ça vous rappelle rien, ce genre de chantage ? T'es encore en train de jouer aux jeux vidéo? En fait, je suis juste à peine rentré. Non. Mais... C'est d'abord tu fais tes devoirs, ensuite tu joues aux jeux vidéo. Bon, et toi n'en rajoute pas, hein? En fait, le principe de Premack, on l'appelle aussi le principe de la grand-mère ou le principe de bonne maman. On utilise une activité que l'enfant il aime bien faire comme une récompense pour quelque chose qu'il aime un petit peu moins bien faire. Premack, il va dire qu'on peut utiliser un comportement qu'un individu a de fortes probabilités de faire comme renforçateur pour un comportement qu'il a peu de probabilité de faire. Et dans la foulée, il va réussir à démontrer que contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, la récompense alimentaire, c'est pas forcément la meilleure des récompenses et que ça dépend beaucoup de l'individu et de la situation. Ça veut dire que les récompenses de nos chiens au travail, ça se limite pas aux friandises, aux jeux ou aux câlins. En fait, chaque chose que notre chien aime bien faire, comme nous sauter après, se promener, courir après des oiseaux, etc., tous ces comportements, on peut les utiliser comme renforcement pour des comportements que le chien a un petit peu plus de mal à faire. On peut lui faire comprendre qu'il pourra sortir en promenade s'il s'assoit avant, qu'on peut continuer de marcher s'il ne tire pas sur la laisse, et qu'il pourra aller jouer avec ses copains s'il est calme. On peut aller plus loin dans ce principe avec la privation de réponse. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement demander à un individu un comportement avant de le laisser avoir une activité qui le motive, mais on va carrément interdire ou limiter très fortement l'accès à cette activité géniale qui le motive. Ça sera maintenant prohibé si notre individu n'a pas le comportement qu'on lui a demandé. Avec un ado, ça reviendrait à enfermer sa console de jeu dans une armoire, de ne lui donner la clé qu'une fois qu'il a fini ses devoirs, et surtout de lui reprendre la clé dès qu'il s'éloigne de la console. Avec un chien, ça pourrait revenir à ne jouer avec lui que s'il est dans la position demandée. Par exemple, au pied. Avec ce principe de privation de réponse, on peut très fortement augmenter la valeur de comportements qui sont pourtant à la base pas top pour notre chien. En fait, si notre chien adore jouer à la balle, mais que ça n'arrive que quand il est à côté de nous, il aura plus envie de nous coller à chaque fois qu'il aura envie de jouer avec sa balle.
Mais bien sûr, l'inverse est valable aussi. Proposer une activité pas top à votre chien après une activité géniale, eh ben ça peut faire baisser la volonté de votre chien à faire cette activité qui était pourtant pas si mal que ça à la base. On va prendre par exemple le rappel. Votre chien est en train de jouer avec des copains à lui et revient à fond vers vous quand vous le rappelez. Une fois de retour, si vous le mettez en laisse, à l'avenir, il risque de moins aimer revenir, parce qu'il va associer le rappel à la fin du jeu. Ce que nous montre la privation de réponse, c'est que chaque comportement et sa conséquence ont une valeur relative. En fonction de comment le comportement s'enchaîne avec un autre, on peut augmenter ou diminuer la valeur de ce comportement pour un individu. Autre chose qu'on remarque assez vite, c'est que de priver ou limiter l'accès à un comportement sympa, ça peut augmenter sa valeur aux yeux de l'individu. D'ailleurs, on dit souvent que ce qui est rare est précieux. Au contraire, forcer un individu à répéter une tâche, même si elle est sympa à la base, eh ben ça peut complètement le dégoûter et rendre cet exercice punitif pour lui. Allez, pour finir, on va voir quelques conseils pour utiliser le principe de Premack et l'hypothèse de privation de réponse dans l'éducation de vos chiens au quotidien. Premièrement, essayez de passer du temps avec votre chien et de noter les activités qu'il adore faire, que ce soit avec vous ou sans vous. Essayez ensuite de lui proposer de faire une activité plutôt qu'une autre, une petite comparaison comme on a fait dans la vidéo sur les friandises. À partir de là, vous allez pouvoir faire une échelle qui va vous montrer ce qui motive le plus votre chien et ce qui le motive un petit peu moins. Alors voilà par exemple l'échelle de valeur de mon chien Finway. On peut voir que tout en haut, on a le jeu de cache-cache, qui est suivi de renifler des odeurs. Plus bas, on retrouve les friandises, le fait de rester à côté de moi, de me faire des câlins, etc., etc. À partir de cette échelle, je vais savoir quoi proposer à mon chien pour développer ou supprimer tel ou tel comportement. Parce qu'une activité peut être à la fois la récompense ou la punition d'une autre activité en fonction de sa position dans l'échelle de valeur de mon chien. Par exemple, je sais que si je veux que Finway revienne au rappel plutôt que de renifler des odeurs, eh ben le fait de lui donner simplement une friandise quand il va décrocher de son odeur, ça peut être perçu pour lui comme une punition. En fait, c'était beaucoup plus fun de son point de vue de renifler son odeur. Par contre, si quand il décroche de son odeur, je fais une partie de cache-cache avec lui, le rappel va garder une valeur super élevée parce que, suite au rappel, il va y avoir quelque chose qui l'éclate encore plus que de renifler des odeurs. Par contre, dans un autre contexte, si je lui donne une friandise parce qu'il ne court pas après une balle, eh ben ça sera bien perçu comme une récompense pour lui. Parce que manger, du point de vue de Finway, ça a plus de valeur que de courser un objet. Alors attention, ça c'est l'échelle de valeur pour mon chien. C'est pas sûr que le vôtre il ait les mêmes priorités. Deuxième conseil, pour la plupart des chiens, les comportements liés à des déplacements, en principe, c'est bien plus motivant que les comportements statiques. Si votre chien ne vient pas juste de faire 4 heures de rando, normalement il trouvera plus sympa de courir avec vous que de rester couché à vos pieds. C'est-à-dire que pour le rappel par exemple, eh ben vous aurez un rappel qui va beaucoup mieux se développer avec votre chien si vous courez avec lui une fois qu'il vous a rattrapé, plutôt que de simplement lui demander un « assis, pas bouger et attends ta récompense ». Troisième conseil, essayez de garder en mémoire que les valences changent. Par exemple, en début de promenade, ce qui va motiver le plus votre chien, c'est sûrement le comportement d'exploration. Ça sera peut-être alors le moment de fonctionner plutôt en privation de réponse. On va avancer seulement si tu tires pas sur la laisse. Par contre, en fin de balade, une fois que le chien s'est bien défoulé, la friandise elle peut avoir plus de valeur, elle va remonter dans son échelle. À ce moment, on va pouvoir travailler plus facilement une marche au pied propre en mode « si tu me touches la jambe, tu auras une friandise ». Quatrième et dernier conseil pour aujourd'hui, si vous coupez une activité qui a une forte valeur pour votre chien, avec quelque chose de moins haut sur son échelle de valeur, essayez de ne pas vous arrêter dessus. Essayez de finir la séance de travail avec une activité qui va être encore plus haut sur son échelle de valeur. Alors voilà par exemple l'échelle de valeur pour un chien avec jouer à la balle et jouer avec les copains d'un côté et marcher au pied de l'autre. Pour avoir un bon rappel alors qu'il est en train de jouer avec ses copains, si vous le faites revenir au pied, essayez de jouer à la balle avec lui après vous être éloigné des autres chiens. Comme ça, la valeur du rappel et de la marche au pied, ça va rester assez haut parce que c'est associé à ce qui lui plaît le plus. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé et que maintenant vous avez plein d'idées pour récompenser vos chiens de façon un petit peu alternative à ce qu'on voit d'habitude. Essayez de penser au clap de fin, ça coûte rien et ça me rend vraiment service pour augmenter la visibilité de la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.